Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Ouvrir une filiale aux États-Unis. Dans cet épisode, nous aborderons le sujet du crédit d'impôt recherche et innovation aux États-Unis et comment préparer ce fameux dossier R&D Tax Credit aux USA. Je suis Nicolas Bernard-Masson et ce podcast vous est présenté par le Bureau de représentation Invest de l'État de Pennsylvanie en France, Suisse et Belgique. Nous fournissons gratuitement un support aux PME et entreprises de taille intermédiaire francophones qui souhaitent s'implanter aux États-Unis. Pour nous contacter et retrouver tous nos dossiers thématiques gratuits, connectez-vous sur notre site internet www.ouvrirunefilialeauxétats-unis.info. L'invité du jour est Alexis Martin, dirigeant d'EPSA USA, groupe français installé à Philadelphie. Nous échangeons avec Alexis sur le crédit d'impôt recherche aux États-Unis, quelles sont les juridictions en charge de ce crédit d'impôt et comment il fonctionne. Nous aborderons également le sujet de la préparation de la demande du crédit et comment anticiper les potentiels audits. Enfin, nous parlerons des incentives au sens large et Alexis partagera à la fin de l'épisode quelques conseils précieux à l'implantation. Avant de lancer l'épisode, je vais vous laisser quelques secondes pour vous abonner au podcast. Car s'abonner, c'est nous aider à continuer notre action d'information gratuite et c'est vous aider vous-même à développer votre marché ou éviter des erreurs potentielles. Je vous donne encore 5 secondes pour le faire. C'est bon? Vous êtes abonné? Alors on est parti, je lance le jingle. Bonjour Alexis, bienvenue dans le podcast. Bonjour Nicolas, ravi d'être là. Alexis, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nos auditeurs, ton parcours, ton emploi actuel, ce que tu as fait dans le passé, et puis présenter un petit peu EPSA également? Avec plaisir. Donc en quelques mots, moi je suis français d'origine et je suis parti aux États-Unis, ça fait maintenant 17 ans. J'ai eu plusieurs fonctions, notamment pendant une dizaine d'années en tant que responsable d'un bureau de conseil en développement international, puis en tant que responsable d'un desk français dans un cabinet d'executive search, donc chasseur de tête typiquement pour les filiales américaines de sociétés européennes et françaises en particulier. Et depuis maintenant quelques mois, je suis CEO de EPSA USA, qui est la filiale américaine du groupe EPSA. Donc, ça fait à peu près 15 ans, un petit peu plus que j'accompagne de nombreuses sociétés françaises aux États-Unis sur un certain nombre de problématiques. Et aujourd'hui, j'ai pris la direction de l'une d'entre elles pour mener à bien les ambitions qu'on a sur le marché américain. Merci. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'EPSA? Je sais que vous êtes récemment implanté à Philadelphie. Est-ce que tu peux nous parler de ton implantation et comment ça s'est passé? Donc, EPSA, c'est une belle success story française, globale, européenne et maintenant américaine. EPSA est spécialisée dans l'accompagnement de ses clients sur la performance opérationnelle, notamment sur les fonctions achats, avec un certain nombre de solutions dans le conseil en procurement, supply chain, un environnement de marketplace qui permet aussi à un certain nombre de nos clients de mutualiser les coûts d'achat de fournitures non essentielles, par exemple. Et puis, deux autres divisions importantes sur l'optimisation des charges sociales, charges patronales en France notamment et en Europe. Et une dernière division qui est pas la moins importante, puisque c'est celle qui a un énorme potentiel aussi à l'international, qui est le financement de l'innovation, qui passe notamment par l'obtention de crédits d'impôt recherche, crédits d'impôt d'innovation en Europe, où il y a effectivement beaucoup de pays qui ont ce genre de dispositif. Aux États-Unis aussi, c'est ce qu'on a en place aujourd'hui et on travaille aujourd'hui avec beaucoup de PME américaines
ETI équivalentes aux États-Unis et puis qui sont souvent aussi des filiales de sociétés européennes aux États-Unis qui ont droit à ce dispositif localement. En tout, EPSA, c'est une très belle ETI française qui a eu une très forte croissance ces dernières années via des acquisitions notamment et en organique. Aujourd'hui, EPSA, c'est 1200 employés dans le monde, une présence sur une vingtaine de pays, 30 bureaux dans le monde en général, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. Et donc, l'ambition aujourd'hui de l'Amérique du Nord pour EPSA USA, c'est de déployer l'ensemble des divisions du groupe à moyen terme, en commençant notamment par la branche innovation. Merci beaucoup. Alors justement, je t'ai convié sur ce podcast pour qu'on puisse parler des crédits d'impôt, des incentives qui sont disponibles aux États-Unis auprès des entreprises. J'aimerais commencer par la partie crédit d'impôt, recherche, R&D, innovation. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne le crédit d'impôt recherche aux États-Unis et sur quel domaine peut porter ce dernier? Oui, bien sûr. Donc, on a aujourd'hui en fait une équipe d'experts locaux parce que le dispositif, bien évidemment, c'est un dispositif de crédit d'impôt donc qui est lié aux impôts locaux, qui aux États-Unis ont une particularité, c'est qu'il y en a à peu près 51, puisqu'il y a 50 États, 50 fiscalités, plus le fédéral. Donc, bien sûr, le gros morceau reste le fédéral, donc on va se concentrer un petit peu là-dessus, mais sachez que sur à peu près 2/3 des États, il y a aussi un dispositif de crédit d'impôt recherche qui est disponible au niveau étatique et dont le mécanisme est sensiblement pareil, mais l'utilisation toujours un petit peu spécifique à l'État. Donc, ça, c'est très, très à l'américaine et c'est des choses qu'il faut considérer dans son implantation. Nous, aujourd'hui, on a 3 bureaux. On a monté le siège à Philadelphie, qui est une belle ville avec une implantation intéressante sur la côte Est en termes de coûts de structure, d'accès aux grosses métropoles et à peu près un tiers de la population américaine dans un rayon de 4-5 heures de route à peu près. Donc tout de suite, on a un pool de clientèle très intéressant et des coûts de structure qui sont limités par rapport à Washington, Boston ou New York, mais tout en étant très proche de ces villes. Donc on a aussi une équipe à Houston au Texas qui est un État très intéressant aussi sur ce type de dispositif. Nous, on s'est concentré donc sur la spécificité américaine qui est avant tout juridique, fiscale. Donc, on a des tax attorneys spécialistes du crédit d'impôt recherche en interne, des consultants R&D qui ont fait ça depuis des années, et puis bien sûr une équipe de développement commercial purement américaine également. Donc, le dispositif, en quelques mots, il est sensiblement similaire dans sa conception par rapport à ce qu'on peut connaître en France de crédit d'impôt recherche et de crédit d'impôt innovation. C'est vraiment les deux en un aux États-Unis. Le dispositif, on l'appelle communément le R&D Tax Credit, donc Research and Development Tax Credit, mais la vraie dénomination dans le tax code fédéral, c'est le Credit for Increased Research Activities. Donc, en fait, ce crédit d'impôt recherche s'applique aux États-Unis à toutes les sociétés qui travaillent sur du développement, qui travaillent sur de l'amélioration, produits, process, software, donc logiciel, technique, à partir du moment où elles remplissent en fait ce qu'on appelle le four-part test, donc un test en 4 parties, qui s'explique assez simplement, qui est de démontrer qu'on est vraiment sur un processus d'expérimentation avec un niveau d'incertitude qu'on essaye de lever via des tests, via de la recherche, via de l'expérimentation, et qu'on est sur une science dure, donc typiquement de l'engineering et un certain nombre de sciences dures qui s'appliquent. Donc ça finalement, ça s'applique à beaucoup d'industries différentes. Donc, notamment dans le manufacturing, tout ce qui est pré-manufacturing, pré-production, toutes les recherches, que ce soit dans l'alimentation, par exemple, de formulation, de recettes, puis ensuite de tests avant production complète, tous ces tests-là qu'on appelle aux États-Unis la commercialization, tous ces tests-là correspondent à une éligibilité pour le crédit d'impôt recherche. Au niveau d'un développement d'un éditeur de logiciel, par exemple,
tout le premier développement d'un logiciel en SaaS ou autre peut être pris en compte. Et également les nouvelles versions, puisqu'on est sur de l'amélioration. Donc, à partir du moment où on a des développeurs aux États-Unis qui travaillent sur de l'amélioration produits, process, logiciels, on peut prendre en compte ces projets-là pour le crédit d'impôt recherche. Finalement, ça s'applique à beaucoup de choses. Ça s'applique aussi au bureau d'ingénierie, à l'architecture, ça s'applique bien sûr à la pharma, à la biotech. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est sur des conditions qui sont moins drastiques que les conditions françaises, puisqu'on ne va pas aller regarder complètement l'état de l'art à partir du moment où on travaille sur un développement d'un savoir-faire, même s'il existe chez quelqu'un d'autre, mais si dans votre entreprise, ce savoir-faire est nouveau et que vous le développez via un processus expérimental, ça correspond à de l'innovation du point de vue du tax code américain. Et donc, ensuite, il faut regarder un petit peu plus dans le détail quelles sont les dépenses éligibles de ces différents projets. Oui, donc ça, c'est la première effectivement, le premier critère d'éligibilité. Il y a vraiment cet autre volet aux États-Unis. Il y a aussi le volet process, innovation des process, du moment que ça rentre un petit peu dans le périmètre du tax credit. Dans l'essence, en fait, ce qui est différent aux États-Unis, c'est qu'on est sur un dispositif qui est relativement récent, puisqu'il a été rendu permanent qu'en 2015 dans le PATH Act du président Obama. Avant, il existait, mais il était temporaire, renouvelé, mais moins bien défini qu'il ne l'est depuis 2015. Et comme les États-Unis fonctionnent aussi beaucoup en jurisprudence, avec des cas d'école justement qui permettent d'établir finalement quels sont les critères d'éligibilité en fonction de cas très concrets. Ça fait 5 ans qu'on a cette jurisprudence et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de tax attorneys qui puissent réviser cette jurisprudence pour des cas qui peuvent être un peu en zone grise et à ce moment-là, on va aller regarder cette jurisprudence pour s'assurer que les crédits d'impôt qu'on va aller demander sont bien applicables et que ces sociétés sont bien éligibles. Donc, la différence par rapport à ça, c'est aussi, je pense que ce qu'on a vu, c'est que le fisc américain, donc l'IRS américain, est peut-être moins bien outillé aussi techniquement aujourd'hui pour valider en fait les projets de recherche, tout simplement parce qu'ils n'ont pas des experts techniques en interne. Technique, j'entends ingénieurs, PhD, scientifiques, qui vont aller regarder ces projets de recherche de différents clients. Donc, je pense que ça va venir dans les années à venir. On va tendre un peu plus vers ça, ce qui est plus le cas du dispositif français qui nécessite vraiment de démontrer le projet de recherche d'un point de vue technique. Et les questions qui reviennent du gouvernement français sont très précises. Aux États-Unis, c'est quand même différent. Mais il faut se prémunir, bien sûr, aussi d'un quelconque audit. Et donc, c'est pour ça aussi que nous, on apporte les garanties, le rapport technique qui le permet, et puis une défense en cas d'audit également. Donc, voilà ce qu'on peut comprendre du dispositif aux États-Unis par rapport à sa maturité moins importante que celle des Européens, on va dire. Ça va évoluer, c'est sûr. Donc, on reste très au fait de tout ça. Et par rapport à l'éligibilité dont je vous parlais sur les différents projets de recherche, une fois qu'on a validé que ces projets étaient éligibles, ce qu'il en ressort derrière, en fait, c'est qu'on peut prendre les dépenses, typiquement les salaires des personnes qui travaillent sur ces projets, salaire des personnes directes, salaire des superviseurs, certaines fonctions support également. Les sous-traitants, on peut prendre aussi, ça dépend un petit peu des contrats, il faut regarder, mais les sous-traitants, les coûts des sous-traitants impliqués sur ces projets, ainsi que tout ce qui est supplies, en fait, donc tout ce qui est fourniture essentielle pour mener à bien ces projets de recherche. Donc, quand on fait des tests sur des batchs typiquement de pain ou qu'on va travailler avec des logiciels ou autres, il est possible de prendre en compte les différentes dépenses liées à ces projets de recherche pour pouvoir ensuite calculer le crédit d'impôt. Tu as brièvement évoqué votre process de travail au sein d'EPSA. Est-ce que tu peux décrire en général comment les sociétés comme la tienne travaillent? Je sais que vous faites peut-être une étude de faisabilité, certains calculs, vous proposez des technical reports. Est-ce que tu peux détailler un petit peu tout le process lorsque vous travaillez avec un client à vous? Oui, bien sûr.
Donc, on démarre, typiquement, on est de manière générale en success fee, hein, donc c'est le risque, on le porte en majorité et on essaye de faire en sorte que le temps passé par nos clients sur les différentes demandes de documents dont on a besoin pour évaluer, calculer, soit le plus limité possible. Donc, en fait, on démarre d'une manière assez simple, c'est-à-dire qu'on fait une étude de faisabilité qui va prendre 3 à 4 semaines. On va demander quelques documents qui ne sont pas très compliqués à rassembler, honnêtement. On va demander typiquement à l'entreprise ou à son CPA localement, qui est l'expert comptable américain, avec qui on collabore très bien, puisqu'on n'est pas expert comptable et qu'on va travailler avec eux pour ensuite soumettre en fait ces crédits d'impôt au gouvernement. C'est les CPA américains qui font le filing, comme on dit. Donc, notre travail sur cette phase de faisabilité, en fait, c'est d'apporter une confirmation de ce qu'on a identifié comme projet d'éligibilité. C'est d'évaluer avec une marge d'erreur d'à peu près 15-20% généralement le crédit d'impôt qu'on pourra obtenir. Et ça permet du coup à l'entreprise de se positionner sur la suite, c'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin? Et à ce moment-là, on rentre dans un projet un petit peu plus détaillé qui est nécessaire pour apporter tous les éléments factuels pour calculer le crédit d'impôt d'une année, mais aussi des années précédentes, puisque c'est un point important. On peut revenir 3 ans en arrière sur les dépenses éligibles. Si vous n'avez pas encore déclaré ce crédit d'impôt recherche, on peut revenir 3 ans en arrière sur les dépenses éligibles. Et si vous étiez éligible à ce moment-là, que vous avez payé de l'impôt, vous pouvez recevoir un chèque du gouvernement. Donc, vous recevez un chèque du gouvernement. Puis, c'est déficit sont reportables pendant 20 ans. Donc, ce qui est très important pour nous dans cette phase de faisabilité et d'évaluation, c'est aussi de parler de l'utilisation du crédit d'impôt recherche pour nous assurer que l'entreprise va pouvoir en bénéficier très rapidement. Ça, c'est des choses qu'on aborde aussi bien avant même de contractualiser quoi que ce soit. Et donc, il y a vraiment une phase à ce moment-là, au bout de 3 semaines à peu près, de go, no go, ou pour lequel, voilà, si c'est no-go, on n'aura encore rien facturé, mais on aura apporté beaucoup d'éléments de compréhension du dispositif. Et puis, si c'est go, à ce moment-là, on va rentrer dans une substantiation un petit peu plus importante des calculs, des justifications des différents projets, ce qui va nous permettre, au bout de 1 mois à peu près, de transmettre un calcul final avec un chiffre précis et les éléments permettant de remplir en fait un formulaire qui est celui du formulaire de crédit d'impôt recherche fiscal qu'on va transmettre ensuite au CPA pour qu'il le transmette à l'administration. Et une fois que ce formulaire est transmis, quelques semaines plus tard, on transmet également le rapport technique qui permet de justifier l'ensemble de ces calculs et qui est très utile en fait pour une entreprise. Voilà, en cas de question de l'administration ou tout simplement en fait pour documenter des projets de recherche qui ont eu lieu sur une année T et pour lequel c'est important en fait de documenter petit à petit parce que si on fait ça 10 ans plus tard, on s'en rappelle plus. Ouais. Et en cas d'audit, vous êtes aussi là pour soutenir vos clients également. Voilà, tout à fait. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a pas plus d'audits liés au crédit d'impôt recherche qu'il n'y a d'audits tout court. Mais je pense que c'est important pour nous. Et puis, à partir du moment où on travaille au succès, typiquement, ce qui est important aussi, c'est de garantir la compliance en fait avec l'administration américaine, avec le tax code américain, fédéral et étatique. Là, on a parlé du dispositif fédéral, mais la même chose se fait au niveau étatique. Parfois, d'ailleurs, ça peut être $1 de crédit au niveau fédéral pour $1 de crédit au niveau étatique, quasiment, hein, notamment sur certains États comme la Californie, qui est très, très avantageuse de ce point de vue-là. Effectivement, ensuite, un audit peut arriver typiquement sous 3 ans pour n'importe quelle société. Et à ce moment-là, on est là pour défendre notre rapport technique s'il y a des questions plus précises. Et ça, c'est intéressant de le mentionner. Vous allez chercher les tax credits et les incentives sur les 3 niveaux, le fédéral, l'étatique et puis peut-être le local si jamais il y a encore peut-être quelque chose, mais peut-être pas. Il n'y en a pas sur le niveau local, c'est vraiment étatique pour le coup. Mais oui, tout à fait. Par contre, ça peut être plusieurs États en fonction des nexus, comme on dit, hein, de là où il y a de l'imposition pour une société qui dépend de là où vous avez des bureaux, des usines, des employés, etc. Donc,
c'est tout ça qu'on va regarder dans la phase de substantation qui nous permet du coup de calculer un crédit d'impôt complet au niveau fédéral et également au niveau étatique. Et parfois, d'ailleurs, c'est très intéressant au niveau fédéral, mais ça va peut-être moins l'être au niveau étatique et du coup, on va plutôt se concentrer sur le fédéral. L'inverse est vrai aussi. Certains États peuvent être très avantageux et en fonction des calculs qui peuvent être un petit peu complexes, la part étatique peut être parfois plus importante. Est-ce que tu as des conseils ou des recommandations pour formuler le dossier? Comment on s'y prépare? Est-ce qu'il y a des choses à anticiper également? Oui, complètement. En fait, typiquement, ça dépend un petit peu de l'industrie, mais donc ça dépend un petit peu de l'industrie. Maintenant, d'une manière générale, ce qui est important, en fait, c'est de pouvoir tracer le temps passé par telle et telle personne, ingénieur, superviseur et autres, sur des projets qui ne sont pas des projets opérationnels de production classique. On est sur une phase de pré-production, c'est une phase de design, une phase de formulation, de recherche, d'expérimentation. Et donc, en fait, pour bien tracer ça, il faut aussi comprendre un peu le dispositif. Donc, c'est pour ça que nous, on passe pas mal de temps aussi à expliquer comment fonctionne ce dispositif pour des sociétés qui n'ont jamais déclaré ce qu'on va apporter, bien sûr, au-delà de tout ce qui est calcul, substantation et rapport technique. Ça va être aussi, en fait, tout simplement, de pouvoir les éduquer sur la meilleure façon de faire pour les années à venir, pour documenter ces choses-là tous les jours. Donc, ça passe par tracer effectivement le temps passé par les différentes personnes sur différents projets. Et puis ensuite, c'est pouvoir aussi typiquement documenter aussi ces différents projets, pourquoi ils sont faits, quelles sont la finalité et parfois d'ailleurs, la finalité n'a pas d'importance particulière. Si la finalité est un échec, ça reste un projet de recherche qui a été mené à bien. De la même manière, si la finalité est un succès qui passe du coup derrière sur une application beaucoup plus lourde de production ou d'application avec des clients, on est sur un projet de recherche en tant que tel. Donc, on va regarder vraiment sur les activités en fait de ces différents projets et les documenter au mieux. C'est toujours beaucoup plus simple derrière, du coup, de les justifier. Oui. Est-ce que tu as des exemples de certaines industries pour lesquelles vous auriez travaillé ou sans forcément mentionner les noms des sociétés, mais peut-être quelques exemples qui puissent apporter une représentation à nos auditeurs? Oui, complètement. Je vais commencer par une industrie dont je n'ai pas parlé d'ailleurs au départ, qui est en fait une industrie intéressante, qui est l'industrie du vin, de la bière, de la liqueur, etc. À partir du moment où on développe en fait souvent un assemblage, un mariage de différents vins pour constituer le vin qui va être commercialisé, il y a de la recherche en fait dans la formulation, dans la recette, et souvent c'est fait chaque année en utilisant différents millésimes, etc. Donc pour beaucoup de sociétés, certaines sociétés françaises en tout cas qui sont implantées aux États-Unis, en Napa Valley notamment parce que ils sont passés par une implantation avec un vignoble local, ça peut s'appliquer. C'est également le cas, par exemple, pour tout ce qui est brasserie, microbrasserie, tout ce qui est distillerie, etc. Donc ça, c'est un point intéressant. Ensuite, de manière plus simple à comprendre, on va dire, c'est tout ce qui est en fait engineering, donc bureau d'études, bureau d'engineering, design, architecture. Le métier en tant que tel n'est que de l'innovation du point de vue de l'administration fiscale américaine, puisqu'on est à chaque fois sur un procédé itératif avec un niveau d'incertitude importante, puisqu'on est à chaque fois en train de regarder, si c'est sur l'architecture, un building en particulier, comment le designer en fonction de contraintes qui sont à chaque fois différentes, que ce soit le terrain, la façon dont le building peut être exposé au vent ou à d'autres choses. Tout ça, il faut le prendre en compte dans
c'est de l'ingénierie des fluides, c'est de l'ingénierie mécanique, de la construction. Et donc, tout ce qui est effectivement design et engineering à ce moment-là s'applique complètement. Après, sur tout ce qui est software, on travaille beaucoup dans le software. Notre directrice des opérations ici est notamment spécialisée sur ce secteur-là. Et là, il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre en compte. Il y a même une particularité en plus du software qui est tous les coûts qui sont liés au développement, les coûts en fait de cloud hosting qui peuvent être très importants, qui peuvent être aussi pris en compte dans le crédit d'impôt recherche à partir du moment où le développement se fait sur le cloud. Ça, je pense que c'est des points très importants pour les sociétés d'éditeurs de logiciels. Et puis parfois, on peut même prendre en compte un certain nombre de fonctions support en fait, qui alimentent la recherche. Ça peut être une partie du marketing, alors pas le marketing purement commercial, mais le marketing qui permet de récupérer en fait, des données marché pour ensuite ajuster un logiciel, une application, un design ou autre. À ce moment-là, une partie de ce temps peut être passée, pas la totalité, mais une partie. Sur l'alimentation, je pense qu'on en a parlé, mais tout ce qui est effectivement formulation, pré-production, dans l'automobile également, tout ce qui est application engineering, on est sur des projets de 4 ans où avant de lancer une production à proprement parler, il y a beaucoup de recherches sur justement la manière d'appliquer une nouvelle pièce en fonction de comment elle doit s'assembler dans un grand système. Là, à chaque fois aussi, on est sur du design, de l'engineering. Il faut regarder aussi à chaque fois les contrats, tout simplement, les contrats entre fournisseurs, entre clients. Où est le risque finalement dans le contrat? C'est quelque chose aussi qu'on va regarder très rapidement pour savoir si les projets sont éligibles. Et par rapport à EPSA, toujours, est-ce que vous allez chercher d'autres incentives en dehors du R&D Tax Credit? Et est-ce que tu pourrais évoquer quelques types d'incentives que tu connais aux États-Unis ou si tu as des conseils à partager sur d'autres choses en dehors du R&D? Nous, aujourd'hui, on est vraiment spécialiste sur le crédit d'impôt recherche version américaine, innovation, etc. On a déjà une cinquantaine d'États sur lesquels on doit être expert, donc on se concentre vraiment là-dessus pour l'instant. Après, le groupe apporte un certain nombre de solutions qui sont déployées notamment via d'autres filiales aux États-Unis sur la partie marketplace et procurement. Ce que je peux vous dire, parce que moi, je connais bien effectivement d'autres dispositifs d'incentives en fait à l'implantation ou au développement aux États-Unis de manière assez simple. On va être sur apporter de l'incentive par rapport à la création d'emplois souvent. Et ça se fait généralement au niveau des États, puisque chaque État dirige sa politique économique et sa politique d'incentives, d'attraction notamment d'investisseurs étrangers, mais étrangers du point de vue de l'État. Donc, ça peut être attirer en Pennsylvanie une société qui est aujourd'hui basée en Californie, par exemple. Là, à ce niveau-là, c'est la même chose quasiment pour cet État de Pennsylvanie que d'attirer une entreprise française en Pennsylvanie. Mais cela étant dit, c'est vrai que tous les États ont des dispositifs intéressants liés souvent à de la création d'emplois, liés à du capital investment. Ensuite, les États vont avoir aussi une politique de développement économique sur des zones soit en friche, soit avec un besoin important de développement. Auquel cas, par exemple, ici, on a des Key Opportunity Zones, Key Innovation Zones, où à partir du moment où on fait l'innovation, ça va jusqu'au building même dans lequel, l'immeuble même dans lequel vous allez travailler peut être certifié zone privilégiée. À ce moment-là, vous obtenez souvent des crédits d'impôt ou même de l'exemption d'imposition pendant les premières années de l'activité d'une société. Nous, c'est des choses qu'on a regardées également pour EPSA, donc on est en train de mettre en place ce genre de choses. Et puis après, il y a tous les incentives qui sont liés notamment au plan de recovery lié à l'impact du Covid. Il y a des choses très intéressantes au niveau du PPP et autres, où pour le coup, on travaille avec des partenaires pour les mettre en place et qui sont disponibles aussi aux filiales américaines de sociétés européennes. Il faut savoir bien déposer les dossiers. Voilà, on se tient à jour de tout ça. On ne le fait pas forcément nous toujours en interne, mais
mais on saura conseiller aussi pour les sociétés qui sont demandeurs. Si je m'appuie sur ton expérience passée aux États-Unis et puis sur ton expérience d'avoir monté la structure EPSA USA en Pennsylvanie, est-ce que tu aurais des conseils à nos auditeurs, pour nos auditeurs, au sujet de l'implantation aux États-Unis, comment on s'y prépare? Est-ce que tu as rencontré des obstacles que tu n'avais pas forcément anticipés ou ce genre de choses? Bien sûr, avec plaisir. Et c'est ce que j'ai fait aussi pendant une bonne dizaine d'années, d'un point de vue très opérationnel, en tant que directeur du cabinet Altios à New York, où j'ai aidé avec mon équipe à l'époque peut-être une centaine de sociétés à créer leur filiale aux États-Unis. Et puis ensuite, pendant 3 ans, sur la partie plus de recrutement d'une équipe américaine, quelles sont les bonnes pratiques et les mauvaises à éviter globalement. Oui, ce que je peux vous dire, c'est que très rapidement, en fait, il faut quand même avoir un budget d'investissement et une vision moyen terme, 3 ans typiquement, pour se donner la chance de réussir. Et 3 ans d'investissement aux États-Unis, c'est pas un petit budget. Donc, pour EPSA, on a construit ça avec le groupe qui a effectivement mis des moyens pour réussir aux États-Unis. Et ces moyens-là, aujourd'hui, passent principalement par la constitution d'une équipe et de compétences, en fait, d'acquisition de compétences vraiment de qualité qu'on trouve aux États-Unis, mais qui peuvent coûter cher du point de vue français, mais c'est un investissement important. Ce qu'il faut aussi, c'est bien s'entourer en termes juridiques et de compréhension de la fiscalité américaine. Donc, pour ça, en fait, pour simplifier les choses, il faut prendre un cabinet qui va vous mâcher le travail par rapport à l'implantation, par rapport à la création de la structure. Créer une structure, c'est pas très compliqué. Pour le coup, c'est très simple même. Ce qui est plus compliqué, c'est de mettre en place un contrat de service, un contrat de distribution, une lettre d'embauche, un contrat de travail, etc. Tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça vous coûter beaucoup plus cher aux États-Unis. Mais il ne faut pas lésiner là-dessus parce que on est dans un environnement légal où il n'y a pas de code du travail sur lequel on peut tous s'appuyer. Et c'est donc un peu la jungle. Et se prémunir, c'est aussi mettre des clauses dans le contractuel très détaillées. Et donc, au-delà des lettres d'embauche classiques que vous pouvez avoir pour certains employés, pour certains cadres aux États-Unis, ça peut être très intéressant de mettre en place des contrats de travail qui vont faire 15-20 pages. C'est pas étonnant du tout de mettre ça en place. Donc, moi, de manière générale, ce que je pense, c'est le risque juridique est très important et le risque de turnover de ces employés est très important. Et donc, c'est lié à la condition en fait du travail qui aux États-Unis en fait est très volatile. Donc, on peut perdre une personne du jour au lendemain, comme on peut aussi la licencier du jour au lendemain. Donc, on va prendre des décisions de recrutement peut-être plus rapidement, mais il ne faut pas les prendre à la légère parce qu'il faut pouvoir garder les personnes. Et c'est ça qui va fonder en fait une équipe qui va être dans la cohésion et qui va développer votre activité aux États-Unis, votre clientèle purement américaine. Mais pour ça, il faut avoir aussi un management qui, je pense, est très différent du management français. Il faut s'adapter aux mœurs américaines. Et il faut apporter aussi des réponses à tout l'environnement social, notamment assurance médicale, plan de retraite. Il y a des choses très intéressantes qui peuvent aussi apporter de la rétention dans la mise en place de plans de retraite, notamment, où une participation de l'entreprise peut être contraint à une ancienneté de la personne dans l'entreprise. Donc, il y a des choses comme ça qu'on peut mettre en place. Et souvent, ce que moi j'ai vu, c'est que les entreprises françaises veulent souvent bien faire. Mais comme c'est très complexe de comprendre aux États-Unis ce qui est bien, moins bien, très bien, excellent, etc., et de le vendre finalement à ses employés, souvent, ils ne le font pas forcément très bien. Et donc, c'est là où demander conseil dans quel est le minimum syndical et quel est par contre, un dispositif de bénéfices sociaux aux États-Unis qui va être attractif, mais ça fait beaucoup de différence, honnêtement. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur les bonnes pratiques. Et puis après, c'est de prendre en compte la dimension américaine.
Nous, aujourd'hui, on a des équipes au Texas, à Boston, en Pennsylvanie. On va continuer à s'étendre. On travaille beaucoup à distance. On ne peut pas trop faire autrement. Si Boston, New York, ça se fait bien, mais c'est quand même un coup d'avion. Houston, on n'y va pas tous les jours. Constituer une équipe et prendre la dimension du pays au niveau de sa taille, c'est une vraie contrainte, mais c'est aussi un plus puisque le potentiel est équivalent à celui de l'Europe, souvent. Merci beaucoup pour ces conseils. Est-ce que du coup, le mot de la fin, ce serait pour toi, préparez-vous bien à rentrer sur le marché américain, peut-être? Oui, complètement. Préparez-vous. Après, le jeu en vaut la chandelle, hein. Mais préparez-vous bien pour y arriver en considérant en fait tous les cas de figure. Nous, on est aussi à l'écoute de croissance externe, en plus de croissance organique. Ça fait partie de l'ADN aussi d'EPSA d'avoir un regard sur cette stratégie de croissance externe. Donc, on est aussi en veille par rapport à tout ça sur l'ensemble des divisions du groupe pour aller un peu plus vite aux États-Unis, puis apporter aussi cette taille critique locale. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi de manière organique. Donc, les deux sont à prendre en compte et sûrement à activer dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci Alexis pour cet entretien. Si tu me le permets, je partagerai sur la chaîne YouTube, sur l'écran, tes contacts pour que les gens puissent te contacter directement. J'imagine que tu es sur LinkedIn également. Oui, bien sûr. Avec plaisir, n'hésite pas. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur l'ensemble des dispositifs de crédit d'impôt recherche, que ce soit en Amérique du Nord, mais aussi dans le reste du monde, notamment en Europe, où EPSA est très présent. Je n'hésiterai pas à vous aider à décortiquer tout ça. Merci beaucoup Alexis. Je te dis à très bientôt. À bientôt Nicolas.